Et c'est parti pour les Contender Series de 2025, la 10e saison. Donc la première semaine là qui commence très bien d'ailleurs, avec vraiment des bons combats. Forcément ça n'a pas présagé de la suite, on le sait, hein, ça peut y avoir une bonne semaine, puis après la semaine suivante c'est naze de chez naze. Bon, j'exagère un peu, mais voilà, c'est pas forcément le même niveau. Là, vraiment, des bons combats, 5 combats très, très sympas à voir. Alors, ça a commencé, déjà, on s'est tapé une demi-heure encore de pub là pour Shimaev contre DDP qui aura lieu ce week-end. Et ensuite, on rentre donc dans le vif du sujet avec chez les middleweight, donc Yuri Ponferov contre Christopher Ewert, le Chilien. Alors, Christopher Ewert, en plus, ce combat avait été annulé d'abord parce qu'il avait accepté un short notice d'International Fight Week en juin. Finalement, le combat s'est pas fait, du coup, il repasse par la case Dynamite Contender Series. Donc, il, comme beaucoup, hein, forcément, fait les présentations, il veut son finish au premier round, très bien. Alors, j'ai bien aimé Yuri Ponferov, qui d'ailleurs remporte le combat. Il partait underdog, mais il était quand même complet, on voyait que c'était un bon combattant, patient, vraiment debout, il était très solide, hein, vraiment, de bonnes esquives, de bonnes frappes, bonne garde, les bons 1-2, tout avec les jabs. Il y avait vraiment ce qu'il fallait, hein, debout. Après, il rompt bien la distance, il passe bien la garde adverse en anglaise, il arrive à cadrer son adversaire. Vraiment pas mal, hein, il varie les combinaisons, on a eu des bons body shots, il peut partir sur du Muay Thai aussi, intéressant. Après pour le reste, des bons takedowns. Bon, les problèmes, on va dire, c'est que il est un peu vulnérable à la provoque de son adversaire. À un moment, il va être trop confiant, il sent qu'il est bien à l'aise, il se fait cueillir bêtement. On sent qu'il fatigue, hein, quand même au deuxième round, lui aussi, comme son adversaire. Mais voilà, le plus gros problème qu'on a vu là, c'est qu'il n'arrive pas en fait à finir son adversaire. Il a eu beaucoup d'occasions, hein, mais il n'y arrive pas, que ce soit au sol, avec des soumissions, que ce soit debout. Il n'arrive pas, peut-être qu'il manque d'impact ou je ne sais pas, mais en tout cas, il n'arrive pas du tout à finir Ewert, qui s'est montré quand même très résilient, très présent même en eau trouble, donc vraiment très bien. Seul bémol de ce combat, c'était quand même cette espèce de cri de mouette, là, toutes les 2 secondes, il y avait une nana qui criait dans le public, c'était difficile à supporter. Je me suis dit, bon, encore 1 minute, ça va, mais là, c'est tout le combat. Enfin bref, on passe au combat suivant. On est parti chez les featherweights avec Radley da Silva, qui nous a sorti son passé de capoeira. On a vu les présentations, très bien. Il avait 30 ans, son adversaire, Georges Mangos, lui, il avait 21 ans, très jeune, il venait de Sydney. D'ailleurs, 4 fois champion du X selon l'UFC. J'ai pas vérifié. Da Silva, lui, bon, il est né au Brésil, mais il combat pour le Canada. Très mobile, hein, donc du coup, on voit que la capoeira est présente. Il switch, il limite un peu dansant et tout. Mais voilà, ce qui est surtout intéressant dans ce combat, j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'était vraiment une super démonstration de grappling. Hein. Vraiment, ça c'est vraiment une excellente session au sol, là, pendant presque 15 minutes. Il s'est passé tellement de trucs, c'était vraiment très intéressant à regarder. C'était beau à voir. Je trouve que Georges Mangos est très prometteur, franchement, à mon avis. Alors, c'est Da Silva qui remporte le combat, mais j'ai l'impression que je sais pas comment dire ça, Mangos m'a beaucoup plus impressionné. Après, on va parler un petit peu du jeu, hein, on va se mettre à la place de Dana White, du qui qu'on garde et qui qu'on snob. Effectivement, là, sur ces 2 combats, Ponferov n'a pas eu son contrat, Da Silva n'a pas eu son contrat. À titre personnel, je trouve qu'effectivement c'est peut-être un peu tôt pour Mangos, on n'a pas vu vraiment de phase debout, voir comment il se débrouillait, mais il est très prometteur, je pense qu'il reviendra. Il peut même, vu qu'il a la carte, le cheat code, hein, il vient de signer, donc il peut venir soit directement à l'UFC, soit passer par les Contender Series, soit passer par le Road to UFC, donc il a beaucoup de chemin encore pour entrer à l'UFC. Il a ses chances. Concernant Ponferov, moi je trouve qu'il avait sa place, on est chez middleweight, alors oui, on parle beaucoup du top 10 en ce moment qui est très compétitif, mais il y a un ventre mou qui est vraiment mou, quoi, on va le dire. Et Ponferov aurait tout à fait sa place, je pense qu'il pourrait sortir son épingle du jeu. Mais voilà, il faut savoir que sur cette soirée, il y avait quand même 3 combats pour les poids moyens. C'est-à-dire que sur 5 combats, 3 combats poids moyens, ça fait beaucoup. Je sais pas si c'est comme ça que Dana White a sélectionné à la fin les contrats. Il voulait peut-être qu'en prendre un sur les 3. Ensuite, on a eu donc sur KF, le Bison Gour. Vraiment, là, c'était beau, quoi. C'était du Tchétchène de 24 ans. Il y a 9-0, il y a une bonne allonge, hein, quand même, très bonne allonge. L'UFC le vend comme quoi il est entraîné et coaché par Robbie Lawler, voilà. Ça fait le truc, il était sparring partner de Ramzat, voilà, ils mettent ça en avant aussi. Il a une bonne fanbase, hein, on l'a entendu quand il est rentré dans la salle. Donc le voilà, il partait grand favori, hein, contre Tala, qui lui vient du Daghestan, et qui avait déjà échoué au Contender Series il y a 2 ans, contre Bellator, c'était il y a 2 ans, ou un truc comme ça. Il prend le short notice, ce sur KF d'ailleurs, il part grand favori, alors qu'il était en short notice, il remplace, c'était quoi, Damian Pinas,
Enfin, je dis short notice, j'ai pas vu quand est-ce que le combat avait été annulé. Bref, bonne session, hein. Bonne session sur KF. Il met la pression, il varie bien les kicks, il a un bon bounce back pour ensuite rester présent, solide sur ses high kicks, rester vraiment calme, serein, en maîtrise, concentré. Il y a une phase de lutte, il se défend très bien, mais après il s'emporte, hein, il veut rattraper un peu le temps perdu. Donc là c'est parti pour de la provoque, un petit coup de genou sauté, pas mal ce petit coup de genou sauté d'ailleurs. Petite provoque avec la baffe. Je crois que quand tu mets une baffe à ton adversaire comme ça, je crois que moi je trouve que c'est vraiment la pire provocation que tu puisses lui faire, quoi. C'est genre tac, tu mets une baffe, quoi. T'es en plein combat de MMA dans la cage et tu mets une baffe, ça me fait rire. Il fait quelques micro-feintes et après le KO il est magnifique, hein, ça c'est à voir. Je sais pas si vous avez le highlight, mais en tout cas le KO, il envoie un push kick direct au foie, enfin en plein ventre, quoi, et il voit que l'adversaire est plié en deux. Il marche dessus, en fait, il l'enjambe. Comme ça, il voit que hop, allez, c'est bon, c'est fini, vraiment très beau. Donc sur KF, très prometteur. Lui, il a eu son contrat, oui, il a eu son contrat, il le mérite. Je pense que après, voilà, c'est pas. Je pense que le fait qu'il s'emporte là un moment, alors qu'il était très concentré au début, très calme, faudra peut-être qu'il gère ça. Je sais pas si ça va lui porter préjudice plus tard, mais en tout cas, c'était un bon combat. La takedown defense était vraiment là, c'était super. En même temps, voilà, si tu es sparring partner de Khamzat Chimaev et que tu te fais amener au sol comme un teubé, ouais, c'est un peu la honte, quoi. On s'attendait pas à moins de sa part. Ensuite, chez les welterweight, donc Ty Miller, c'était contre Jimmy Drago, avec toute la petite histoire, hein, qu'ils mettent en place dans les Contender Series. Là, c'était donc Jimmy Drago, ancien toxico, qui s'est remis hop, dans le droit chemin, tout ça, blabla. Donc voilà, Ty Miller qui lui arrive, favori. Il s'entraîne à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, 25 ans, il est jeune, il est grand, il a une grande allonge. Et voilà, donc un bon combat. Voilà, c'était pas fou, mais c'était un bon combat. Alors, il est ancré, il est patient, il prend beaucoup de choses, hein, dans la gueule. Par contre, on sent que défensivement, debout, il y a beaucoup de brèches, hein, que ce soit les crochets du gauche notamment, les calf kicks, les bombes, les coups au corps, et vraiment des frappes qu'il prend, je trouve, qui montrent que la responsabilité défensive n'est pas là. Après, il a quand même fait de bonnes esquives, mais voilà, la précision n'était pas forcément toujours là, lui, sur ses frappes. Il a, comment dire ça, il a des combinaisons très intéressantes quand même, que ce soit une 2 désynchronisée, ou alors quand il va partir dans l'axe en remise, très bien. High kick, c'est ok. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Il peut rentrer aussi pour ensuite envoyer un uppercut qui n'était pas forcément prévisible. Il est bon donc à distance de kick et il est bon à close range, ça c'était très intéressant. Maintenant, voilà, il est durable, vraiment très durable, un bon menton, donc du coup, il a aussi un bon cardio, même si on sent qu'il commence à être mollasson à la fin du 3e round. Par contre, voilà, il finit pas son adversaire, alors que l'adversaire 3e round, là, Jimmy Drago, il était plus là, il était complètement out. Il a quand même son contrat, je suis pas forcément convaincu. Je suis pas, voilà, pour moi, il y a encore des choses à prouver. On verra par la suite, une fois qu'il sera à l'UFC. On passe ensuite, dernier combat de la soirée du coup. Donc là on avait affaire à Boafia, donc Kylian Boafia contre Nimas Santana. Nimas Santana qui partait underdog, qui vient du Brésil. Ils ont à peu près le même âge, même allonge tous les deux. Donc on est de retour chez les poids moyens. Santana qui revient d'une belle revanche, hein, sur Marcos Vinicius avec ce direct, hein, du bras arrière au 2e round. C'était à la LFA. Donc vraiment, je pense qu'il pouvait partir confiant. En face, le favori, c'était Ilian Boafia, donc qui est gaucher, qui est algérien, qui est invaincu, qui est quand même grand, athlétique. Il est affilié au Boxing Squad, donc en France. Il y avait d'ailleurs Kasata qui était là. Et c'est le combat, je trouve, qui m'a le plus déçu. Je trouvais qu'il était moins bon que les autres, ce combat. Très très particulier parce qu'on a un premier round avec d'un côté le Brésilien qui est ancré, qui fait beaucoup de... Le travail sur ses feintes est très intéressant, je trouve, du côté de Nimas Santana. Boafia, lui, alors, arrive à posture karaté, ça sautille. Et tout de suite, les problèmes. Alors les problèmes, ça va être ces kicks qui sont pas bien timés, pas forcément à la bonne distance, et qui sont tout de suite remisés par Santana. Donc ça peut le faire une fois, c'est dommage, voilà, il a mal apprécié le moment, peut-être, mais le problème c'est qu'il va répéter cette erreur. Il y a des bons côtés qu'on voit déjà dans le premier round, c'est qu'il va couper bien les angles. Je rappelle qu'il est gaucher. À un moment, il va rentrer sur le côté sans envoyer de frappe, mais en tout cas le mouvement était très intéressant.
Donc c'était très prometteur. On a quand même un manque d'activité sur son in and out. Il rentre, il va envoyer des frappes, mais il ressort un peu trop tard. Du coup, on voit que Santana, il est vraiment présent sur les contrats, que ce soit sur les kicks ou autre. Donc voilà, là, va falloir se méfier de ça. On voit quand même qu'il a un bon in, jab, out. C'était bien. Ensuite, il va envoyer un middle, mais il se fait attraper, car c'était attendu. Il y a cette phase un peu... Alors, c'est particulier, c'est que Santana lui envoie un coup de boule, en fait. Ils sont au sol, Santana est au-dessus, il envoie un coup de boule. Donc il se prend un point de pénalité, on reprend le combat. Là, une phase au sol où Boifia montre que vraiment là, il veut. Là, ça y est, il est dans la garde. Il envoie un gros grand handpoint assez violent. Bon, ça ne tient pas au sol puisqu'il laisse de la place et du coup, Santana s'en sert pour se relever. Il a encaissé bien le grand handpoint, faut le dire. Mais voilà, à la fin du deuxième round, on se dit, Boifia, il envoie pas de volume, quoi. Il n'y a pas de volume. Il envoie pas grand-chose. Il y a très peu de frappes échangées. Santana, pareil, il envoie pas grand-chose. C'est dommage, je me dis, bon, il faudrait quand même là passer la seconde. Peut-être que voilà, il est patient, mais est-ce qu'il est trop patient? Alors, il est du genre à choisir ses frappes, pick his shots, comme on dit en anglais. Ouais, très bien. Bon, pas ses coachs. Par contre, là, le boxing squad, là, ça a gueulé, ça a aboyé en continu. Je sais pas comment on peut saisir un petit peu les conseils dans tout ce brouhaha. Après, voilà, je respecte le boxing squad, ils font du très bon travail, mais là, c'est vrai que je me suis dit, wow, ça arrête pas d'aboyer, quoi. Le coin est confiant à la fin du premier round, entre le premier et le deuxième round. Et là, malheureusement, j'ai l'impression d'avoir plus affaire à un élève du MMA Factory que du boxing squad parce que y a rien, quoi. Il y a pas de proposition. C'est ok, on gagne au score. Il essaie de jouer le score, de jouer les points. Mais là, deuxième round, troisième round, il n'y a pas se passer grand chose. Je vais y revenir, mais on sent déjà que pendant le deuxième round et surtout à la fin du deuxième round, c'est bien ponctué par les commentateurs. Ils sont clairs, ils disent ouais, ils sont déçus. Il vient chercher la victoire. Il va avoir sûrement sa victoire. Il y a pas de souci. Boifia, on est confiant sur le fait qu'il ait sa victoire. Mais par contre, il va pas avoir le contrat. S'il se bat comme ça, il aura pas le contrat. Là, il est venu chercher une victoire, il est pas venu chercher un contrat. C'est quoi ce style? Effectivement, donc oui, il va avoir un meilleur in and out. Il va avoir un bon bras arrière isolé, on le voit bien sur le deuxième round. Surtout dans la brèche défensive adverse. Et c'est ça qui est intéressant de voir chez lui, c'est qu'effectivement, il a bien analysé. C'est ce que je m'étais dit. Donc, il a bien analysé l'adversaire. Il voit les brèches, il voit les failles dans la défense adverse. Il en profite. C'est très bien, une bonne lecture, une bonne analyse. En face, de toute façon, Santana, lui, propose pas grand-chose non plus. Il n'y a pas de solution. Il peut pas lutter. Il voit bien qu'au sol, Boifia avait l'air bien meilleur. Il switch, du coup, Santana au deuxième round, il dit bon, je vais switch, mais ça sert à rien. D'ailleurs, quand il switch, à un moment, Boifia, au début, il fait pas grand-chose, puis à un moment, à la fin du round, je crois, il envoie un bon calf kick et dit arrête de switch pour rien, tu fais rien. Du coup, Santana part sur de la provoque. Bon, à part qu'il essaye d'envoyer un peu un bras arrière, on sent qu'il commence à fatiguer. Troisième round, à mon avis, voilà, je me suis dit, là, il va falloir travailler sur ce qu'il avait montré au premier round, sur le fait de faire un pas de côté pour rentrer, pour ensuite frapper. Même s'il n'avait pas frappé, là, il faudrait qu'il frappe juste après ce pas de côté. C'était une bonne idée. Santana repart pareil dans comme au premier round avec ses feintes, très bon sur ses feintes, très dissuasif. Mais voilà, il n'y a pas d'autres propositions de la part de Boifia, c'est ça qui pose problème. On repart sur les mêmes travers avec ces kicks qui se font attraper, ces high kicks ratés parce que c'est mal timé, c'est pas la bonne distance, c'est pas comme il faut. Alors oui, on va voir sur le highlight, à un moment, il y a un high kick qui part et qui touche bien. Mais ouais. Donc je comprends pas pourquoi il part pas à la lutte alors qu'on sentait qu'il avait l'avantage au sol au premier round. Oui, il recule, il fait ce bounce back, mais il fait pas le bounce back in, c'est-à-dire qu'il revient pas derrière pour agresser, pour contre-attaquer sur Santana, alors qu'à mon avis, il y avait des opportunités. Il y a aucun stop kick, il est en gaucher, garde ouverte. Il y avait moyen peut-être avec son pied avant d'aller chercher le genou de son adversaire, je sais pas, il y avait quelque chose peut-être à faire, parce que s'il envoie des kicks un peu trop proches, comme il avait l'erreur de commettre, comme il a fait l'erreur de commettre, mais il y a d'autres kicks possibles qui, sans se mettre en danger, permettent justement d'empêcher Santana de contrer direct là-dessus. Et encore une fois, il refait la même erreur avec ce kick complètement raté à 1 minute de la fin. Je comprends pas ce troisième round parce que il sait, je pense qu'il sait, il le dit d'ailleurs à la fin du combat, il sait qu'il va pas avoir le contrat en faisant cette démonstration-là, mais il ne propose rien, il ne fait rien du coup. C'est ça qui est con, c'est que si tu sais que tente un truc, je sais pas, fais quelque chose. Les commentateurs concluent d'ailleurs parce que c'était not a great fight, pas un très bon combat, c'est peut-être un combat qu'on peut voir dans certaines events UFC, mais voilà, dans les Contender Series, on n'est pas là pour voir ça. C'est un peu tout le problème de toute façon des Contender Series, qui remporte à peu près 29-27 ce combat. Donc il reste invaincu, il n'a pas le contrat à l'UFC. Bon voilà, après s'il fallait choisir un middleweight sur toute la soirée, oui effectivement... beaucoup plus impressionnant, celui sur KF, le Bison Gour.
peu tchétchène. Et voilà donc pour cette soirée des Contender Series, ce petit résumé, ce petit récap. C'était une bonne semaine.